Marie sentait la sueur qui coulait le long de son dos, alors qu'elle courait dans les escaliers du métro Châtelet. Son sac de sport pesait lourd sur son épaule, et elle savait qu'elle était déjà en retard pour son entraînement. Le bruit strident du métro qui arrivait la fit accélérer davantage. « Attendez !» elle cria, mais les portes commençaient déjà à se fermer. Dans sa précipitation, elle glissa son sac entre les portes qui se refermaient. Un craquement terrible retentit. Sa robe, la seule belle robe qu'elle possédait, était coincée. Le métro commença à bouger et le tissu se déchira complètement, exposant ses sous-vêtements devant une foule de Parisiens. Les rires fusèrent. Les téléphones apparurent. Marie sentit son visage brûler de honte. Elle essaya désespérément de couvrir son corps avec ses mains, les larmes menaçant de couler. « Tenez !» Une voix douce murmura derrière elle. Un manteau chaud tomba sur ses épaules. Marie se retourna et vit un jeune homme élégant, peut-être 22 ans, avec des mains de pianiste et des yeux qui ne montraient aucune moquerie. Il portait un costume qui coûtait probablement plus que ce que son père gagnait en 3 mois. « Gardez-le », il dit simplement avant de disparaître dans la foule. Marie resta là, enveloppée dans le manteau qui sentait le parfum cher et quelque chose d'autre. La gentillesse, peut-être. Pour la première fois depuis son arrivée à Paris, quelqu'un l'avait traitée comme un être humain, pas comme une provinciale perdue. 2 semaines plus tard, Marie était assise dans sa classe d'art obligatoire, griffonnant distraitement. Le professeur annonça qu'ils auraient un récital spécial. Antoine Mercier, de notre prestigieux conservatoire, va jouer pour nous aujourd'hui. Le sang de Marie se glaça. C'était lui, l'homme du métro. Il entra, aussi élégant qu'avant, et ses doigts touchèrent les touches du piano avec une grâce qui fit oublier à Marie comment respirer. Après la classe, elle rassembla son courage et s'approcha de lui. « Votre manteau », elle commença, mais il leva la main. « Gardez-le. Il vous va mieux qu'à moi. » Ses amis la trouvèrent en plus tard, serrant toujours le manteau. « Marie, tu es folle ?» Sylvie siffla. « C'est Antoine Mercier. Son père possède la moitié des banques de Paris. Les filles comme nous ne parlent pas aux garçons comme lui. » « Il a été gentil. » Marie protesta. « Les riches ne sont jamais gentils sans raison. » Léa avertit. « Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir d'une boursière de province? » Mais Marie ne pouvait pas oublier la façon dont il l'avait regardée, comme si elle importait. Elle commença à assister à chaque événement culturel du campus, espérant l'apercevoir. Elle le voyait parfois de loin, entouré d'étudiants du conservatoire, vivant dans un monde qui semblait à des années-lumière du sien. Un soir, elle le trouva seul dans une salle de pratique, jouant une mélodie si triste qu'elle sentit son cœur se serrer. « Vous jouez magnifiquement », elle dit depuis la porte. Il sursauta, puis sourit. Un vrai sourire, pas le masque poli qu'il portait habituellement. « Marie, n'est-ce pas? La fille courageuse du métro? » « Courageuse? » Elle rit amèrement. J'étais mortifiée. « Mais vous êtes revenue le lendemain, et le jour d'après. J'ai vérifié. » Il semblait presque timide. « C'est du courage. » Ils parlèrent jusqu'à ce que le gardien les chasse. Marie apprit qu'Antoine détestait les attentes de son père, qu'il voulait juste jouer de la musique, pas diriger des fusions-acquisitions. « Pourquoi vous me dites tout ça? » elle demanda. « Parce que vous écoutez, » il répondit. « Vraiment écoutez. Pas comme les autres qui attendent juste leur tour de parler de leur connexion. » Marie regardait ses notes de philosophie avec désespoir.
Kant pouvait bien aller au diable avec ses impératifs catégoriques. Elle avait beau étudier, les concepts restaient un flou. Son professeur avait été clair. Encore un échec et elle perdrait sa bourse. Tu as l'air perdu, Antoine dit en s'asseyant à côté d'elle dans la bibliothèque. Elle sursauta. Depuis leur conversation nocturne, ils se croisaient, par hasard, de plus en plus souvent. La philosophie me déteste, elle admit. Je suis douée pour lancer des javelots, pas pour comprendre les théories abstraites. Montre-moi. Il se pencha vers elle et Marie sentit son parfum. Ses mains tremblaient légèrement en tournant les pages. C'est simple, il expliqua. Kant te dit que tu dois agir selon des principes que tu voudrais voir devenir universels. Si tout le monde mentait, la société s'effondrerait. Donc, ne mens pas. Quand tu l'expliques, ça paraît évident, elle murmura. Viens prendre un café, je t'aiderai avec le reste. Au café près du Panthéon, Antoine commanda sans regarder les prix. Marie cacha sa grimace en voyant le total, le prix de 3 repas pour elle. Ton accent, il remarqua gentiment. D'où viens-tu? Un village près de Limoges. Tu ne connais probablement pas. J'aimerais connaître. Son intérêt semblait sincère. Marie parla de sa famille, de son père mécanicien, de sa mère qui faisait des ménages. Elle observa son visage, guettant le jugement qui viendrait sûrement. Mais Antoine écoutait simplement, posant des questions qui montraient qu'il comprenait vraiment. « Mon père veut que j'abandonne la musique. » Il confia soudainement. Il dit que c'est un passe-temps, pas une carrière. Il a déjà prévu grande école de commerce, puis la banque familiale. Mais tu aimes la musique. Comme tu aimes le sport? Il sourit tristement. Nos pères ne comprennent pas, n'est-ce pas? Cette connexion inattendue les rapprocha. Ils commencèrent à se voir régulièrement, officiellement pour les études, officieusement parce qu'ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Un mois plus tard, Marie trouva Antoine devant la salle de musique, le visage sombre. Qu'est-ce qui se passe? L'administration a donné notre salle de répétition au club de théâtre. Connexion parentale? Il cracha les mots. Sans espace pour pratiquer, l'ensemble va se dissoudre. Marie pensa à Karim, son ami qui gérait un studio de danse. Le soir même, elle négociait avec lui. Pour ton petit ami riche? Karim taquina. Ce n'est pas mon petit ami, elle protesta, rougissant. Mais son groupe a besoin d'aide. D'accord, mais tu me dois une faveur. Le lendemain, elle conduisit Antoine au studio dans le 20e arrondissement. C'est parfait. Il s'émerveilla, testant l'acoustique. Comment tu as trouvé ça? J'ai des connexions aussi. Elle sourit. Pas des banquiers, mais des gens bien. L'ensemble s'installa et Marie les regarda pratiquer. Antoine jouait différemment ici, plus librement, sans la tension qu'elle voyait habituellement dans ses épaules. Merci, il dit après, les autres partis. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi. Les amis s'entraident. Elle répondit, ignorant la déception de n'être qu'une amie. Marie. Il prit sa main. Tu es extraordinaire. Tu sais ça? Le moment s'étira entre eux. Marie sentit son cœur battre si fort qu'il devait l'entendre. Antoine se pencha légèrement. Antoine! Une voix coupante les interrompit. Un homme en costume Armani se tenait à la porte. Qu'est-ce que tu fais dans ce quartier? Le père d'Antoine. Marie reconnut immédiatement l'autorité froide dans sa voix. Père, je te présente Marie. Elle, je sais qui elle est.
Les yeux de Monsieur Mercier la balayèrent comme un scanner. La boursière. Mademoiselle, mon fils a un avenir. Ne le distrayez pas. Il tourna les talons et partit, laissant un silence glacial. Antoine était blanc comme un linge. Je suis désolé, il commença. Mais Marie courait déjà vers la sortie, les larmes brûlant ses yeux. Elle savait. Elle l'avait toujours su. Les mondes comme les leurs ne se mélangeaient pas. Marie évitait Antoine depuis une semaine. Elle changeait ses itinéraires, mangeait à des heures inhabituelles, s'entraînait jusqu'à l'épuisement. Mais Paris était trop petite pour échapper à quelqu'un de déterminé. « Marie, arrête !» Antoine la rattrapa devant le stade. « On doit parler. » Ton père a tout dit. Elle ne se retourna pas. Je ne suis qu'une distraction. Mon père est un imbécile. Il se plaça devant elle. Je m'en fiche de ce qu'il pense. Vraiment? Marie leva enfin les yeux. Alors pourquoi tu vis toujours de son argent? Pourquoi tu suis ses plans? Le coup porta. Antoine recula comme si elle l'avait frappé. C'est compliqué. Non, c'est simple. Tu es né dans un château de verre et tu as peur d'en sortir. Elle essuya rageusement ses larmes. Retourne à ton monde, Antoine. Mais le destin avait d'autres plans. Leur professeur de philosophie annonça un projet en binôme. Les partenaires étaient assignés. Marie ferma les yeux en entendant son nom lié à celui d'Antoine. On peut échanger? Sylvie proposa gentiment. Non. Marie redressa les épaules. Je ne suis pas une lâche. Ils se retrouvèrent dans un café neutre, loin du quartier latin et du 16e arrondissement. Antoine avait des cernes sous les yeux. Tu me manques, il dit simplement. Antoine. Laisse-moi parler. Il sortit un dossier. J'ai commencé à chercher un appartement pour m'éloigner de mon père. Marie parcourut les annonces. Les prix étaient astronomiques. Je peux t'aider, elle dit avant de pouvoir s'arrêter. Mon cousin est agent immobilier. Tu ferais ça? Après ce que mon père. Je le fais pour un ami. Elle força un sourire. Rien de plus. La recherche d'appartements devint leur nouvelle routine. Ils visitèrent des studios minuscules, riaient des descriptions mensongères, partagèrent des sandwichs sur les marches du Sacré-Cœur entre deux visites. Celui-ci. Antoine s'exclama dans un studio à Montmartre. Il a une vue sur les toits. Je pourrais y mettre mon piano. 6 000 € par mois? Marie suffoqua. C'est raisonnable pour le quartier. Elle réalisa à nouveau le gouffre entre eux. Son loyer représentait un dixième de cette somme. La propriétaire arriva, une dame âgée aux yeux pétillants. « Oh, le jeune couple !» Elle s'exclama. « Comme vous êtes mignons ensemble. »« Nous ne sommes pas, » Marie commença, « si jeunes et déjà si amoureux. » La dame continuait. « Ça me rappelle mon défunt mari. 40 ans de bonheur. » Antoine prit la main de Marie. « Oui, nous sommes très heureux. » Marie sentit l'électricité de son toucher. La dame babillait sur l'amour véritable, pendant qu'Antoine caressait doucement son pouce sur sa main. « Je vous le loue, » la dame décida. « L'amour doit être encouragé. » Dehors, ils éclatèrent de rire. « Tu as menti à une grand-mère. » Marie l'accusa. « Pour une bonne cause. » Il ne lâchait toujours pas sa main. « Marie, je... » Son téléphone sonna. Il fronça les sourcils en voyant l'écran. « Mon père, je dois répondre. » Marie écouta la conversation unilatérale, voyant le visage d'Antoine se fermer progressivement. « Oui, père, je comprends. La London Business School, oui. » Il raccrocha, le visage défait. « Il a payé mon inscription. Les cours commencent en septembre. »« C'est dans 6 mois. » Marie murmura. « Je n'irai pas. »« Antoine !» Elle toucha son visage.
C'est ton avenir. Mon avenir est ici, avec ma musique. Avec. Il s'arrêta. Tu dois y réfléchir. Elle recula. C'est une opportunité incroyable. Tu veux que je parte? Non, elle voulait crier. Elle voulait qu'il reste, qu'il choisisse elle plutôt que Londres. Mais l'aimer signifiait vouloir le meilleur pour lui. Je veux que tu sois heureux, elle dit à la place. Le championnat régional approchait. Marie s'entraînait plus dur que jamais, canalisant sa frustration dans chaque lancée. Son coach était impressionné. Continue comme ça et l'équipe nationale regardera dans ta direction. Il encouragea. C'était son rêve depuis l'enfance. Mais maintenant, chaque victoire avait un goût amer. À quoi servait la gloire si elle était seule? Le soir du championnat, elle trouva Antoine qui l'attendait près des vestiaires. « Je suis venu te souhaiter bonne chance, » il dit. « Et te donner ça. » Il lui tendit une petite boîte. À l'intérieur, un bracelet délicat avec une note de musique. « Pour que tu te souviennes. » Il hésita. « Que quelqu'un croie en toi. »« Antoine, je ne peux pas. »« S'il te plaît. » Il attacha le bracelet à son poignet. Pour la chance. Marie sentit les larmes monter. Dans 2 heures, elle concourait pour son avenir. Et lui serait parti vers le sien. Le stade vibrait d'énergie. Marie ajustait sa prise sur le javelot, sentant le poids familier dans sa main. Premier lancer, 52 mètres. Correct, mais elle pouvait faire mieux. Elle chercha Antoine dans les gradins et le trouva, assis seul, ses yeux fixés sur elle. Deuxième lancer. Elle courut, planta son pied, tordit son corps. Au moment crucial, une douleur fulgurante traversa son bras. Le javelot partit de travers, tombant pathétiquement à 30 mètres. « Ça va ?» L'arbitre s'approcha. Marie hocha la tête, mais elle savait. Cette douleur n'était pas normale. Son bras droit pendait. Inutile. Troisième lancé. Elle devait essayer. Pour la bourse. Pour ses parents. Pour prouver qu'elle méritait d'être ici. Elle prit son élan, ignora la douleur qui hurlait, lança. Le craquement fut audible dans tout le stade. Marie s'effondra, serrant son bras. Les médecins coururent vers elle. Dans le chaos, elle vit Antoine sauter la barrière, courant vers elle. « Ne bouge pas », il ordonna, prenant sa main valide. « Mon bras », elle sanglota. « Je ne peux plus. » À l'hôpital, le diagnostic tomba comme une condamnation. Déchirure complète des ligaments. Lésion nerveuse possible. 6 mois de rééducation minimum, sans garantie de retrouver sa force. Le javelot, c'est fini, le médecin annonça avec la brutalité de ceux qui ont vu trop de rêves brisés. Marie fixa le plafond. Fini. Tout était fini. Je vais appeler tes parents. Antoine dit doucement. Non. Elle se redressa brutalement. Ils ne peuvent pas savoir. Papa a pris un deuxième emploi pour m'aider avec les frais. Si je perds ma bourse sportive... Marie. Promets-moi. Elle agrippa sa main. S'il te plaît. Il promit, mais ses yeux disaient qu'il désapprouvait. De retour dans son petit studio, Marie contempla son bras en écharpe. Qui était-elle sans le sport? La fille provinciale médiocre en philosophie? La Charity Case qui gravitait autour d'Antoine Mercier? Elle ignora ses appels pendant 3 jours. Le 4e, il débarqua avec une clé obtenue de la concierge. « Tu ne peux pas disparaître comme ça », il dit, posant des sacs de courses sur sa table. « Je ne suis pas ton projet de charité », elle cracha. « Non. » Il s'agenouilla devant elle. « Tu es la fille qui a sauvé mon ensemble, qui m'a fait rire dans les pires moments, qui m'a montré qu'il y avait une vie au-delà des attentes de mon père. » Antoine. « Je t'aime, Marie.
Les mots flottèrent dans l'air entre eux. Marie cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Tu... Quoi? Il sortit un vieux ticket de métro de son portefeuille. Fempton Mars, 14h37, ligne 4. C'est le ticket du jour où on s'est rencontrés. Je l'ai gardé parce que c'est le jour où ma vie a changé. Tu ne peux pas m'aimer. Elle secoua la tête. Je ne suis personne. Une athlète ratée qui... Il l'embrassa. Un baiser qui coupa ses protestations, qui dit tout ce que les mots ne pouvaient ni pas exprimer. Je t'aime, il répéta contre ses lèvres. Pas l'athlète, pas l'étudiante. Toi. Marie craqua, pleurant toutes les larmes qu'elle avait retenues. Antoine la tint, murmurant des promesses dans ses cheveux. Et Londres? Elle demanda finalement. Je n'irai pas. Tu dois y aller. C'est ta chance de t'échapper, de voir qui tu es sans ton père. Pas sans toi? Je ne peux pas. Elle s'arrêta. Une idée folle germait. Et si... Et si je venais avec toi? Marie, tu détestes l'anglais. Je peux apprendre. Je suis forte. Je peux travailler. Les Anglais ont besoin de boulangers, non? Elle souriait à travers ses larmes. Mon oncle a une pâtisserie. Je peux apprendre. Tu ferais ça? Pour nous? Oui. Ils s'embrassèrent encore, scellant des promesses qu'ils ne savaient pas encore comment tenir. Dans son cœur, Marie sentait la terreur et l'espoir se mélanger. Elle changerait tout pour lui. Elle deviendrait quelqu'un de nouveau. Cette nuit-là, après qu'Antoine fut parti, elle ouvrit son ordinateur et chercha cours d'anglais gratuit. La page se chargea lentement. Son téléphone vibra. Un message de son père. Ma chérie, j'ai vu les résultats du championnat. Tout va bien? Elle éteignit le téléphone sans répondre et retourna à l'écran. Première leçon? Hello, my name is. Hello, elle répéta dans son studio vide. My name is Marie, and I am completely lost. Marie avait disparu. 3 semaines sans nouvelles, et Antoine devenait fou. Il avait vérifié son studio, appelé ses amis, même contacté l'hôpital. Rien. Elle fait toujours ça, Sylvie lui avait dit avec pitié. Quand les choses deviennent trop dures, elle court. Mais Antoine refusait d'abandonner. Il prit le train pour Limoges avec seulement une adresse griffonnée par la concierge. Le village était exactement comme Marie l'avait décrit. Petite maison en pierre, une place avec une fontaine, et tout le monde qui connaissait tout le monde. Il trouva la maison familiale facilement. « Vous cherchez Marie ?» Son père ouvrit la porte méfiant. « Elle est à Paris pour ses études. »« Non, monsieur. Elle... » Antoine vit la confusion dans les yeux de l'homme. Marie n'avait rien dit sur sa blessure. « Je suis inquiet pour elle. »« Entrez. » La mère de Marie apparut. « Je vais faire du café. » Antoine raconta tout. La blessure, la disparition, son amour pour leur fille. Les parents échangèrent des regards inquiets. Elle est à la boulangerie du village. La mère finit par dire. Elle travaille chez son oncle depuis 2 semaines. Elle apprend le métier, prend des cours d'anglais le soir. Antoine la trouva derrière le comptoir, farine dans les cheveux, servant des clients avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Elle pâlit en le voyant. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Je pourrais te poser la même question. Il attendit que le dernier client parte. « Tu as disparu, encore. » Je prépare notre avenir. Elle montra ses mains couvertes de farine. Je deviens quelqu'un d'utile, quelqu'un qui peut contribuer à Londres. Marie, tu n'as pas besoin de... Si. Elle explosa. Tu ne comprends pas? Sans le sport, je ne suis rien. Juste une fille de province qui tombe amoureuse d'un prince.
Je refuse d'être ton boulet. Un boulet? Antoine contourna le comptoir. Tu penses vraiment que… Oui, ton père avait raison. Je suis une distraction. Alors je change. Je deviens quelqu'un qui… Stop. Il prit son visage entre ses mains. Marie Dubois, tu es têtue, brillante, courageuse et complètement folle. Tu as affronté Paris seule. Tu as sauvé mon ensemble. Tu m'as montré comment vivre authentiquement. Mais je ne veux pas que tu changes. Je veux que tu sois toi-même. Moi-même ne suffit pas. Les larmes coulaient maintenant. Je suis cassée, Antoine. Mon bras ne guérira jamais complètement. Je ne serai jamais championne. Je suis juste la femme que j'aime. Il essuya ses larmes. Et j'ai quelque chose à te dire. Je n'ai pas postulé à Londres. Marie se figea. Quoi? J'ai refusé l'inscription de mon père. J'ai auditionné pour de petites salles de concert à la place. J'ai eu 3 rappels positifs. Il sourit. Je reste en France. Je construis ma propre vie. Mais ton père a coupé les vivres. C'est pour ça que je ne pouvais pas te chercher plus tôt. Je travaillais. Des petits boulots, des cours de piano privés. Je cherchais un appartement que je peux vraiment payer. Marie le regarda, bouche bée. Tu as tout abandonné? Non, j'ai tout gagné. Il sortit un petit écrin. Ce n'est pas une bague de fiançailles. C'est une promesse que nous construirons quelque chose ensemble. Pas le prince et la provinciale. Juste Antoine et Marie. Elle ouvrit l'écrin. Une simple bague en argent avec une note de musique entrelacée avec un petit javelot. Comment tu as payé ça? J'ai vendu ma montre Cartier. Il haussa les épaules. Je préfère avoir le temps avec toi que le compter sans toi. Marie éclata de rire et de larmes en même temps. Tu es fou. Follement amoureux. Il glissa la bague à son doigt. Alors, tu reviens à Paris avec moi? On peut être pauvres et heureux ensemble. Et mes cours d'anglais? Elle taquina. Tu pourras les continuer. Qui sait? Peut-être qu'un jour nous irons à Londres, ou New York, ou nous resterons dans ton village, tant qu'on est ensemble. 1 an plus tard, chez Marie était la nouvelle pâtisserie à la mode du 11e arrondissement. Marie créait des merveilles sucrées pendant qu'Antoine jouait du piano les vendredis soirs, transformant la boutique en café-concert. Tu te souviens de notre première rencontre? Antoine demanda un soir, après la fermeture. Comment pourrais-je oublier la pire humiliation de ma vie? Marie rit maintenant à se souvenir. Le meilleur jour de la mienne. Il l'embrassa. Tu m'as appris que l'amour véritable ne connaît pas de frontières sociales. Marie regarda autour d'elle, leur petite boutique, leurs rêves modestes mais réels, leur amour qui avait survécu aux tempêtes. Nous l'avons fait, elle murmura. Non, Antoine corrigea. Nous le faisons, chaque jour. Et tandis que Paris s'illuminait dehors, Marie comprit enfin. L'amour véritable ne demandait pas de changer. Il demandait d'être courageux. Oh, merci d'avoir regardé. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, tapez continuer dans la section commentaires.